Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et notre face-à-face, Jean-Yves Le Gallou, Mémoires identitaires, les dessous du grand basculement, c'est paru chez Via Romana. Et effectivement, Jean-Yves Le Gallou, vous faites ce qui est très intéressant dans votre livre, vous faites 60 ans d'histoire de France, d'histoire politique, d'histoire idéologique, d'histoire de la communication, d'histoire de la bataille des idées. Et vous, de votre côté, on va pas le cacher, vous n'êtes pas spécialement de gauche. C'est à droite que vous avez fait, vous avez campé, mis les armes et vous vous avez ferraillé. Depuis, bien sûr, 60 ans, pratiquement, on peut dire. Depuis 1968, oui. Ouais, donc on n'est pas loin de 60 ans, effectivement. Oui. Et alors, justement, vous avez fait un doigt de vous parler, d'ailleurs, beaucoup du Front National, de l'époque, de Le Pen, de Maigret, de l'aventure avec Maigret, etc. Mais justement, je voudrais, comme on est dans l'actualité aujourd'hui, qui vient de tomber, Marine Le Pen, condamnée inéligible pour 5 ans, Joseph, c'est bien quelques millions de... Alors Marine Le Pen, elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet par le tribunal de Paris, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est ça. Et le Rassemblement National est condamné à combien ? Alors le Rassemblement National est condamné à 2 millions d'euros d'amende. Voilà. D'accord. Alors justement, Jean-Yves Le Gallou, vous voyez cela, donc inéligibilité, etc. Il y a eu d'autres procès, il y a eu d'autres évocations d'assistants parlementaires, sous d'autres étiquettes et d'autres personnes, mais je ne sache pas que ça ait fait que ce soit aussi fort que ce que nous venons d'entendre là maintenant. Non, alors je crois que nous vivons dans un régime qui devrait porter un nom, qui est celui de la dictature des juges. Puisqu'au fond, ce sont les juges qui décident qui peut être ou non candidat à une élection, parce qu'il y a l'affaire Le Pen aujourd'hui, qui est particulièrement anormale, mais il y a eu les poursuites à répétition contre Guéant et Sarkozy, et il y a eu l'affaire Fillon. Donc les juges, aujourd'hui, sont les maîtres du jeu de qui peut être candidat aux élections. Ce sont aussi les maîtres du jeu d'un certain nombre de politiques. Par exemple, en matière d'immigration, on voit un certain nombre d'hommes politiques qui parlent, bien ou mal, mais ça n'a rigoureusement aucune importance, parce que qui décide qui a le droit de séjourner en France, qui a le droit d'entrer en France, ce sont les juges, en particulier les juges administratifs et les juges du Conseil d'État qui prennent... Et de la Cour de justice européenne. Oui, mais la vraie décision, elle est prise par le Conseil d'État et par les tribunaux administratifs, en interprétant, généralement en surinterprétant ce que peut dire la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, la politique de l'immigration, elle est décidée par les juges. Le choix des candidats aux élections, elle est décidée par les juges. C'est une dictature des juges, c'est une dictature judiciaire. Donc pour vous, par exemple, pour revenir un moment sur Marine Le Pen et l'affaire Marine Le Pen, ça vous paraît, vous voyez, je crois que c'est Philippe de Villiers qui parlait de coup d'État, c'est quelque chose qui politiquement peut donner quoi ? Est-ce que politiquement, quelle portée ça a politiquement pour vous ? La portée, c'est que nous ne sommes plus dans un système démocratique, exactement d'ailleurs comme la Roumanie. Vous avez vu qu'en Roumanie, la Cour constitutionnelle a décidé que le candidat qui avait gagné le premier tour des élections présidentielles était éliminé de deux manières. D'abord, l'élection présidentielle a été annulée, puis quand on a organisé une nouvelle élection présidentielle, ce candidat a été déclaré inéligible. Il est évident qu'on n'est plus dans un système démocratique, on est dans un système d'oligarchie que je qualifierais, parce qu'il faut trouver un nom, d'oligarchie arc-en-ciel, parce que c'est une oligarchie arc-boutée sur une idéologie climatique. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, une idéologie LGBTQ. Il faut développer des droits pour les minorités sexuelles, entre autres, et une idéologie arc-en-ciel au sens de l'Afrique du Sud, puisqu'elle se veut antiraciste, et dans les faits, elle est raciste anti-blanche. Donc on a une oligarchie arc-en-ciel qui a pris le pouvoir en France.
en France et apparemment en Europe. Et assez largement en Europe, absolument. Oui, tout à fait. Parce qu'on a vu que Keir Starmer a estimé il y a encore 2 jours que les hommes blancs devaient être beaucoup plus pénalisés que les autres. C'est intéressant. Ça rappelle George Orwell. Tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et à votre avis, alors pour la mouvance que vous connaissez, et je parle que vous avez milité, suivi, vous avez été un des acteurs d'ailleurs les plus importants, en tout cas les plus notables. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'ailleurs dans votre livre, vous avez commencé en 68, effectivement, avec les gauchistes d'un côté, l'Occident de l'autre, et puis tous les autres. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais vraiment, je renvoie à votre livre qui est passionnant si on veut connaître cette histoire de France pendant ces années, ces décennies-là, et comment ça a bougé. Et on va parler d'un certain nombre de points qui sont tout à fait intéressants. Mais est-ce qu'à votre avis, ça va, sans faire de voyant, de lire dans le marque de café, ça va amener une réaction plus forte des électeurs, par exemple, du Rassemblement national, qui vont s'estimer frustrés, même si quelqu'un d'autre, évidemment, va se présenter au nom du Front, du RN, ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réaction en France ou pas? C'est difficile à dire, il faut attendre l'onde de choc. Je pense qu'il peut y avoir 2 réactions assez contradictoires. Une certaine radicalisation d'un côté, parce que ça peut conduire à se dire c'est l'ensemble du système qu'il faut renverser, et pas simplement jouer à la marge du système. Les élections ne servent à rien, etc. Et puis l'autre réaction, vous avez raison, qui est un peu pas totalement différente, mais qui est de dire une démoralisation, on n'y peut rien, de toute façon, ils finiront par nous écraser. Vous savez, il y a un peu la même matière avec l'affaire dite des gueux. Les gens qui vont être interdits de circuler parce qu'ils n'ont pas des voitures assez chics à l'intérieur des métropoles. Eh bien, où la loi est abrogée, ce qui est encore possible aujourd'hui, mais plus probablement, la loi, c'est la thèse d'ailleurs que craint Jardin, qui a mené le combat là-dessus, la loi ne sera pas abrogée, elle sera simplement différée, et puis à la fin, on la mettra quand même en ligne, en place. Il y a vraiment une volonté, je crois, ça c'est un comportement du pouvoir, il y a une volonté d'écraser ceux qui ne sont pas d'accord avec les oligarques qui nous gouvernent. Oui, vous voulez dire toute opinion dissidente ou action dissidente sera considérée comme antidémocratique. Oui, puisque la démocratie, c'est nous. Oui, absolument. Voilà. C'est eux qui définissent les valeurs démocratiques. Les valeurs démocratiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le jeu électoral dans l'esprit des oligarques. Et alors justement, écoutez, en lisant votre livre, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs affaires et plusieurs actes politiques, et je voudrais remonter au premier qui, et je vous lis, Jean-Yves Le Gallou. Pour faire bonne mesure, on n'oubliera pas non plus l'extraordinaire faiblesse de Pompidou, et ils vont monter à Pompidou, face au coup d'État du Conseil constitutionnel, le 16 juillet 1971. Celui-ci s'arrogea le droit de contrôler le contenu des lois, voilà. À petite cause, grand effet. C'est-à-dire que avant ça, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas, ne pouvait pas contester les lois. C'est quoi, là? Le Conseil constitutionnel, tel qu'il a été conçu en 1958 par le général de Gaulle et Michel Debré, était cantonné à une observation, à une critique formelle de la loi. Est-ce que la procédure parlementaire normale avait été respectée, et notamment l'essentiel de l'objectif était que le Conseil constitutionnel évite que le Parlement n'empiète sur le domaine de l'exécutif, n'empiète sur le domaine domaine régalien du chef de l'État. Que la loi n'empiète sur le domaine du règlement, sur le domaine du gouvernement, de l'exécutif. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne fait pas cela. C'est-à-dire, il ne fait pas ce pourquoi il a été conçu et créé. Par contre, il juge de la loi, et c'est devenu le législateur suprême, puisque dès qu'une loi est votée, il se demande si c'est bien compatible avec tel traité international ou avec tel principe général du droit ou telle déclaration, tel préambule de la Constitution. C'est-à-dire qu'il interprète des textes
très généraux, très généraux pour refaire les lois à la place du législateur. Et il est doublement législateur parce qu'il censure le législateur et parce que quand le législateur prépare une loi, il se dit « Ah oui, mais est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je ne peux pas faire ça ?» Donc, aujourd'hui, le législateur suprême, c'est le Conseil constitutionnel. C'est une espèce de Cour suprême à l'américaine sans avoir les devoirs et les droits de la Cour suprême américaine. Oui, sans doute, et avec le fait que la Cour suprême américaine, au moins chaque juge peut donner son opinion, et donc on peut connaître les opinions dissidentes, ce qui n'est pas le cas en droit français. En droit français. Donc c'est vrai que, non mais ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que vous avez effectivement commencé, c'est-à-dire ça a commencé en 71, ce qui fait plus de 50 ans. Oui, alors si vous voulez, l'histoire a toujours des pieds de nez. Ce qui est assez pittoresque, c'est que le président du Conseil constitutionnel à l'époque, Gaston Palecki, qu'on a un peu oublié, mais qui était un gaulliste, très attaché au général de Gaulle, et qui détestait Pompidou. Et donc, il a pris cette disposition à propos du droit des associations par détestation de Pompidou. Et ce gaulliste, par détestation de Pompidou, en fait, a détruit la Constitution de la Ve République, parce que évidemment, en 1971, on ne mesure pas l'ampleur tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais on l'a aujourd'hui. Et la grande faiblesse de Pompidou, c'est de ne pas réagir, mais déjà, il avait peur. S'il avait réagi, sans doute aurait-il été accusé de s'en prendre à la Constitution, aux gardiens de la Constitution, aux juges, et il était déjà intimidé par l'esprit de 1968 en 1971. Donc vous dites de ce point de vue-là que c'est une espèce de haine personnelle, enfin en tout cas ça joue, hein. Ça joue, c'est l'aléa de l'histoire. Alors si vous voulez, vous avez souligné à juste titre que vous étiez un peu surpris par ce passage sur Pompidou, et je dois dire que moi j'ai eu l'occasion de discuter de Pompidou avec Philippe de Villiers ou Zemmour, et je les ai fait un peu changer d'opinion parce qu'ils avaient l'opinion que j'ai eu longtemps d'ailleurs, donc je leur jette pas du tout la pierre, que j'ai eu longtemps, d'un président finalement conservateur, et le dernier président avant la grande bascule, la grande descente. Or en fait, je crois que tout le mal commence sous Pompidou. C'est les réformes de l'éducation, c'est le code de la nationalité, c'est la loi Pleven, tout commence en fait sous Pompidou, mais on s'est laissé un peu piéger, enfin je pense les gens de droite ou conservateurs, par l'image générale qu'il avait, par le côté normalien, homme de culture, attaché à la France, alors qu'en fait, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Il a d'ailleurs publié un livre posthume qui s'appelle Le Nœud Gordien, qui est excellent, qui a été écrit juste après 68, où il dit tout ce qu'il faudrait faire. Et précisément, tout ce qu'il n'a pas fait. C'est intéressant. Il n'a pas tranché le nœud gordien, il a passé le nœud coulant de mai 68 au cou des Français. Eh bien, écoutez, on va continuer à en parler, Jean-Yves Le Gallou, avec vous après cette petite pause. Et si, évidemment, auditeur de Sud Radio, résistante sur Sud Radio, n'hésitez pas, 0826 300 300 pour interroger Jean-Yves Le Gallou. On a beaucoup de choses à dire et vous allez voir, c'est passionnant. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Liberté, liberté, j'écris ton nom, disait le grand poète Paul Éluard. Qui n'était pas de votre bord, mais je sais que vous considérez comme un grand poète quand même. Ça n'est pas incompatible. Parlons de cela. Vous voyez, on a parlé effectivement de Georges Pompidou. J'allais dire Pipaudou, très mauvais lapsus, et du Conseil constitutionnel. Mais justement, je voudrais d'abord retracer un peu, avant de parler de liberté d'expression, un peu votre cheminement. Donc Sciences Po, ENA, c'était pas le même Sciences Po qu'aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Hein. Non, parce que si vous voulez, le Sciences Po que j'ai connu, le Sciences Po c'est une école conformiste, il faut dire les choses. Ouais. Et donc le Sciences Po que j'ai connu, le conformisme c'était la cravate. Il était impossible pour un élève de venir sans cravate. Ah, c'était impossible. Impossible. Je pense qu'aujourd'hui il est impossible de venir avec une cravate. D'accord. Puis l'ENA. Et puis le stage en préfecture, etc., etc. Vous racontez cela très bien. Et qu'est-ce qui a fait, effectivement,
Et vous racontez un peu, vous avez côtoyé effectivement les diverses mouvances de la droite, qu'elle soit de la droite dure, de la droite identitaire, et en fait... et puis, de la droite classique. Et puis de la droite classique, oui, quand même, oui, on est bien présent. Côtoyer et participer. Et puis vous parlez de 68, hein, le grand tournant, enfin le premier grand tournant, avec ce que ça a été. Mais moi je voudrais quand même, parce qu'on pourrait vraiment, encore une fois, je renvoie au livre, il faut vraiment lire tout cela, parce que c'est ce que c'était la France, et ce pourquoi on est là aujourd'hui. Vous savez, c'est la vieille phrase d'Adorno, hein, tous ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre. Mais je voudrais parler de liberté d'expression. Ce qui est intéressant, c'est qu'au nom, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, au nom effectivement de l'antifascisme ou de l'antiracisme ou de ceci, de cela, très bien, on a commencé, il y a déjà quelques décennies, à rétrécir le champ de la liberté d'expression. Et vous avez cette phrase, vous dites, la vérité, c'est aussi ce qui peut être contesté. Oui. C'est bien ça. Expliquez-vous, parce que on dit il y a une vérité, pourquoi la contester ? Je crois que dans la pensée européenne, en dehors des dogmes religieux qui sont posés et qui à ce titre on ne croit pas, sont respectables, hein, du point de vue des croyances religieuses. En dehors des dogmes religieux, on peut être dit vrai ce qui peut être librement contesté. Je vais vous prendre un exemple tout à fait actuel. Oui, allez-y. Le réchauffement climatique d'origine anthropique peut être dit vrai à condition d'être librement contesté. À partir du moment où il ne peut pas être librement contesté, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque si vous le contestez, vous êtes traité de complotiste, on vous coupe les crédits de recherche si vous êtes chercheur, etc. C'est très difficile de le dire vrai, puisqu'il n'y a pas, en quelque sorte, égalité des différents points de vue. Et ça, c'est pas tout à fait compris. Vous savez qu'il y a eu la campagne à un moment des médias officiels sur les fake news, et on va interdire les fake news. Bah oui, mais qui décide ? Oui, qui décide ce qu'est une fake news ? On l'a vu avec le Covid. On l'a vu avec le Covid, largement. La fake news d'hier est peut-être la vérité. Et c'est d'autant plus intéressant, on en a parlé, on a cité l'extrait, Jean-Yves Le Gallou, c'est que la nouvelle directrice de France Inter disait, chez nous on peut parler de tout, il n'y a pas de problème, mais attention, pas question de contester le réchauffement climatique. C'est intéressant. La grande chaîne de service public, oui, de la radio, voilà. Donc, pas question. Alors, c'est intéressant. Et comment vous avez vu quand même s'effriter, en tout cas se grignoter ce territoire qui est le b.a.-ba de toute démocratie, qui est la liberté d'expression. Bah, si vous voulez, alors l'acte fondateur, ce sont les lois qui répriment, entre guillemets, la haine et la discrimination. Et donc en France, l'acte fondateur, c'est la loi Pleven, qui au départ ne comportait qu'un certain nombre, loi Pleven de 1972, qui au départ ne comportait qu'un certain nombre d'incriminations à raison des différences selon l'origine, selon la nationalité, selon le sexe. Il y avait un petit nombre d'incriminations. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. On a rajouté l'orientation sexuelle, on a rajouté le handicap, on a rajouté... on n'en finit plus d'en rajouter. On est même en train de rajouter, remarquez, ça peut être bon pour vous comme pour moi, André Berkoff, on est même en train de rajouter, mais ça n'a été voté qu'à l'Assemblée nationale, pas encore au Sénat, oui, la chauvophobie. Voilà, la discrimination capillaire. Voilà, oui, la discrimination capillaire. Vous avez vu une manifestation chauve qui peut. Voilà, même, absolument. C'est ça, hein. Voilà, oui, on a été entendu. Alors, c'est en fait assez drôle parce que c'est un député antillais qui a déposé cette proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, pas encore au Sénat, parce qu'il voulait protéger les rastas qui, paraît-il, avaient des difficultés, ou pouvaient avoir des difficultés dans l'entreprise. Ah ouais, et alors on lui a dit, mais alors les chauves, elle a dit, oui, les chauves, c'est bon aussi. Voilà. Mais c'est évidemment du délire.
c'est évidemment comme la grossophobie. La grossophobie, bien sûr. Oui. Alors, non, mais justement, je voudrais bien faire avec vous, parce que l'éclaircissement, moi, personnellement, et vous aussi, je crois qu'on est quand même plusieurs millions, on est pour la liberté d'expression pleine et entière. Maintenant, comment juger quand il y a des appels au meurtre, quand il y a des appels à la haine, mais je veux dire extrêmement éclaircis, précis, et qui sont pour moi, pas vraiment du ressort de la liberté d'expression. Je suis pas libre de dire, allez, on va tuer Monsieur Le Gallou. Non, je veux dire. Mais alors, si vous voulez, moi, je fais remonter les limitations de la liberté d'expression à la loi de 1972 qui crée ces incriminations au titre de la discrimination ou de l'appel à la haine, qui est un concept flou. Mais avant, il y a eu une grande loi de liberté, en fait, en matière de liberté d'expression, qui est la loi sur la presse de 1880, qui autorise quand même les poursuites pour diffamation, ou pour injure, ou vous trouvez ça légitime, ou pour appel au meurtre. Et vous trouvez ça légitime. C'est une régulation normale, dans le cadre d'ailleurs d'une loi sur la presse qui apporte beaucoup de protection. C'est une loi où il y a beaucoup de procédures, c'est une loi par exemple où il ne peut pas y avoir de garde à vue. Or, toutes ces protections ont été supprimées quand il s'agit de la loi Pleven, et vous avez maintenant des jeunes gens ou des jeunes femmes qui ont pu être convoqués par la police et placés en garde à vue simplement pour des tweets politiquement incorrects et non pas incitant à l'appel au meurtre ou autre. Voilà. Donc évidemment, il faut cette loi de 1881 était globalement assez bonne. Elle apportait un équilibre entre la nécessaire protection de la liberté et la nécessaire protection de l'honneur des individus, mais cet équilibre a été complètement rompu de deux manières, par la loi de 1972 et par le fait que les juges, on les retrouve toujours, qui devraient avoir une conception restrictive de la loi pénale, parce que la loi pénale doit être utilisée de manière restrictive, en ont aujourd'hui une conception extensive. Par exemple, vous avez beaucoup de gens qui ont été condamnés au titre d'appel à la haine, simplement pour rappeler qu'il y a un lien entre la délinquance et l'immigration. Voilà. Ouais. Et donc vous avez une extension, le concept de haine est assez flou. La haine, c'est un sentiment, comme l'amour d'ailleurs. Et les juges beaucoup de juges s'adossent sur cela pour étendre le contrôle sur les opinions et faire du délit d'opinion un fonds de commerce. L'extension du domaine de la justice, et de quelle justice, il faut effectivement en parler. On continuera d'en parler avec Jean-Yves Le Gallou après cette petite pause, et n'hésitez pas, appelez-nous au 08. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Jean-Yves Le Gallou montre qu'il l'a été, qu'il l'est encore, avec ses mémoires identitaires, parus chez Via Romana, les dessous du grand basculement. Et vous dites, Jean-Yves Le Gallou, justement, écrivain, essayiste, homme politique, vous dites, moi, il y a eu deux axes de mes combats, de ma vie, enfin de ma vie d'homme public. C'est d'un côté la liberté d'expression, on en a parlé, on va encore en parler, parce que ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre en péril, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis l'immigration. Et alors, sur l'immigration, vous remontez à Enoch Powell, cet homme politique anglais dont vous racontez la disgrâce après et c'est intéressant qu'il ait dit ce qu'il a dit en 1968. Si vous pouvez nous raconter. Alors, en 1968, Enoch Powell, qui est un homme politique britannique conservateur, c'est le plus brillant homme politique de l'époque, britannique conservateur de l'époque. Il sort de Cambridge, il est helléniste, il est latiniste, il est extraordinairement cultivé, il a fait une très belle guerre. Il est promis au poste de Premier ministre de Sa Majesté le moment venu. Mais il se trouve qu'il est élu de Birmingham et qu'il voit arriver à Birmingham une masse de population d'origine pakistanaise, musulmane, et que ça le préoccupe. Et il le dit, le devoir de l'homme d'État, c'est de poser les problèmes, de dire les choses, et il fait un grand discours. Et ce grand discours,
Il le fait à Birmingham ? Il fait à Birmingham, absolument, le 20 avril 1968. La date est importante. C'est encore 68, qui est vraiment une date pivot. Et il a un soutien formidable de l'opinion britannique. Les dockers, les mineurs font des manifestations en sa faveur, mais les médias le démolissent et le détruisent. Parce qu'il dit quoi dans cette... il dit que... en quelques mots. Oui. L'importation de populations étrangères nombreuses, musulmanes nombreuses, va déboucher sur des conflits et potentiellement une guerre civile. Il utilise une expression qu'il tire de l'Énéide. Je vois le Tibre... portant des fleuves de sang. Voilà, je vois le... Et ça a pu choquer, et c'est évidemment. ça qui choque, bien sûr. qui choque, et le discours est appelé le discours des rivières de sang, parce qu'il cite l'Énéide, parce qu'il voit le danger de l'immigration, et de l'immigration en l'occurrence pakistanaise et musulmane. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu un attentat à Londres il y a une dizaine d'années, les auteurs de l'attentat sont partis du lieu même de la circonscription d'Enoch Powell, non pas par symbole, mais parce que c'est tout simplement la réalité qui avait changé. Et il faut aussi savoir que Enoch Powell avait prononcé ce discours parce qu'il y avait le projet du gouvernement travailliste de l'époque de faire voter une loi qui était une loi interdisant la discrimination et pensant à contrôler la liberté d'opinion. C'était l'ancêtre de la loi Pleven, l'ancêtre anglaise de la loi Pleven, qui a amené Enoch Powell en 1968 à contester cela. Et pour moi, comme pour Renaud Camus d'ailleurs, pour nous, Enoch Powell, c'est le prophète diabolisé. Et effectivement, qui a été absolument marginalisé, invisibilisé après cela. Et puis, vous dites aussi rapidement, il y a eu Jean Raspail et le clandestin en 1973, donc 5 ans plus tard, qui voyait venir effectivement des pirogues d'Afrique et qui envahissaient le sud de la France, etc. Est-ce que quand même, il n'y avait pas... Alors, justement, la position de la droite là-dessus, est-ce qu'il n'y avait pas quand même une espèce de chosification, mettre tous les immigrés dans le même sac, tous les migrants dans le même sac, même tous les musulmans dans le même sac? Est-ce qu'il n'y avait pas une chosification quand même à l'époque, et même maintenant d'ailleurs? Alors, si vous voulez, sur la politique de l'immigration, il faut voir que sous les années Pompidou, ça a été une année d'immigration massive par entrée de travailleurs. De travailleurs, donc d'hommes travailleurs, qui venaient en partie du Portugal et d'Espagne, beaucoup en partie du Maghreb, et avec une idée à l'époque qui était de tenir les salaires. Donc on a eu de 68, 69 à 73, sous la période Pompidou, une immigration de travail. Voilà. Ensuite, il y a la phase Giscard, la crise, on arrête l'immigration de travail, et comme on trouve que c'est un peu méchant d'arrêter l'immigration de travail, on ouvre le regroupement familial. Très vite. Oui, le fameux regroupement familial. Alors, c'est qui le regroupement familial? Qui a fait le regroupement familial? Il faut quand même... Alors, le regroupement familial, vous pouvez avoir deux coupables, si je puis dire, le couple Giscard-Chirac, ou le Conseil d'État. Et j'ai tendance à penser que c'est le Conseil d'État. Je vais vous dire pourquoi. Giscard-Chirac arrête le regroupement familial en 1900... crée le regroupement familial en 1975. D'accord. Et ils s'aperçoivent très vite, Giscard s'aperçoit très vite que ça pose un problème. Et en 1977-1978, il charge son ministre de l'Intérieur, Bonnet, et son Premier ministre, Barre, d'interrompre le regroupement familial. Et il y a donc un décret qui est pris, qui arrête le regroupement familial. Et ce décret est cassé par le Conseil d'État. En 78, ça. En 78, c'est le décret Gisti, c'est-à-dire un groupe de conseillers d'État de gauche et d'extrême gauche se mobilise des avocats, et le Conseil d'État
casse ce décret et ouvre le regroupement familial. C'est-à-dire que le regroupement familial, aujourd'hui, il a été créé, il est possible par une décision du Conseil d'État. On retrouve les juges. Et Giscard a beaucoup regretté... est-ce que, juste, je vous interromps, simplement, est-ce que vous ne voyez pas que, quand même, c'est la droite qui a créé, quand même, le regroupement familial ? Alors, vous allez me dire, là, vous me dites, le Conseil d'État à gauche a effectivement opposé. Si vous voulez, alors la droite classique, hein, on est bien à l'époque, le Front National n'existe pas, sauf à titre tout à fait marginal. Hein. Jean-Marie Le Pen a fait 0,74% la dernière présidentielle. Donc, il n'existe pas. La droite classique le crée en 76, et elle revient dessus. Giscard revient dessus, et Giscard a dit après, mon regret, c'est le regroupement familial, et mon regret, alors, à partir du moment où le Conseil d'État avait cassé le décret, il aurait pu avoir la tentation, je pense qu'il l'a eu, de contourner le Conseil d'État par la loi. Mais dans ce cas, c'est le Conseil constitutionnel qui l'aurait censuré en reprenant l'argument du Conseil d'État, et on voit à quel point la décision du Conseil constitutionnel de se saisir du contrôle du contenu de la loi en 1971 est le début, de tout ce qui va suivre dans ce domaine-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous en parlez beaucoup, je voudrais un peu parler de ce camp de droite que je connais moins que l'autre, mais c'est très intéressant comme vous en parlez. Vous dites que, je dirais, au fil des vicissitudes du temps, de ce qui s'est passé, vous présentez quand même dans votre livre, Jean-Yves Le Gallou, une droite un peu sidérée devant la gauche, comme le fakir et le cobra. C'est-à-dire, oui, mais nous, il faut pas quand même, de peur de se faire passer pour, de peur de faire le jeu d'eux, etc., etc. On a l'impression, en tout cas, vous dites, vous auriez souhaité, dans certaines circonstances, aller plus loin, vous dites, oui, mais attention, il faut faire attention, etc. Cette droite un peu prudente ou autre, elle s'est auto-neutralisée. C'est le cas de ce qui était le RPR, l'UDF, qui est devenu l'UMP, qui est LR aujourd'hui. C'est un peu le cas, à certains égards d'ailleurs, du Rassemblement national de Marine Le Pen. On s'auto-neutralise en disant, mais que va penser la gauche ? Je raconte dans le livre une anecdote qui est ancienne, mais qui est à mon avis très significative. En 1983, il y a eu une vague à droite extrêmement forte aux élections municipales. Et donc, les gens, les hommes, les femmes, très fortes en nombre, et les hommes et les femmes qui rentrent dans les conseils municipaux, sous l'étiquette, à l'époque, de la droite classique, hein, RPA, UDF, à l'exception de Dreux, où Jean-Pierre Sirois est élu, ils ont la volonté de faire vraiment des politiques de droite. Et moi, j'essaye de monter avec quelques amis et le maire à l'époque de Saumur et le maire de Brest, une association des élus pour la liberté de la culture. Avec l'idée, on va faire des spectacles ou des activités culturelles dans une commune, et on la fera circuler dans les autres communes. Et donc, l'idée, c'est quand même de créer un contre-pouvoir culturel de droite. Et il y avait dans les mairies, soit des maires, soit des adjoints qui étaient tout à fait motivés pour faire ça. Et ça a été cassé par l'appareil du RPR, l'appareil chiracien. Nous sommes à l'époque en 1984, qui a cassé, qui a dit aux gens, tu arrêtes ou sinon tu n'auras plus d'investiture. Voilà. Et donc, alors que là, il y avait la possibilité d'occuper le terrain culturel du point de vue de la droite. La bataille culturelle. De livrer la bataille culturelle. Eh bien, la bataille culturelle, elle n'a pas été livrée parce que l'état-major, en l'occurrence chiracien, a décidé de désarmer ceux qui voulaient livrer la bataille culturelle. Et à partir de là, la gauche n'a cessé d'aller toujours plus loin dans son empire, à un point tel qu'aujourd'hui, c'est quand même extrêmement grave, dans les universités, un professeur d'université de droite, sauf dans de très rares endroits, n'osera pas le dire, puisque par définition... À ce point, vraiment ? Ah oui, à ce point, oui. Ça me paraît énorme, ou dans le domaine de la recherche. Ouais. Dans le domaine de la recherche. Ouais. J'ai rencontré par hasard, en faisant une activité sportive, un directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Il m'a dit qu'évidemment, il ne pouvait surtout pas faire état de ses opinions, et que la seule fois où il l'avait fait, on lui avait dit, si c'est ça, je te vire.
Voilà. Donc voilà. Mais c'est une ambiance. Le totalitarisme de la gauche est possible aujourd'hui parce que la gauche, la droite, s'est toujours inclinée, s'est toujours excusée, a toujours battu en retraite. Avant même parfois, comme dans le cas que je vous ai cité, de livrer bataille. Mais alors, c'est dû à quoi ça ? Justement, parlons de la droite que vous connaissiez. C'est dû à quoi ce syndrome de ne pas pouvoir être ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle s'est dit, si je dis certaines choses, je vais me faire traiter de facho, etc., etc. C'est ça ? C'est la crainte de la diabolisation, oui. La crainte de la diabolisation. C'est la crainte de la diabolisation. Et le fait, si vous voulez, que pendant très longtemps, et même encore un peu aujourd'hui, c'est Libération qui n'a pas de lecteur, mais qui se conduit en DRH des partis politiques de droite en disant non, celui-là, faut pas... C'est fini, ça, c'est fini. Ah, c'est pas fini, non, c'est pas fini, malheureusement. Vous pensez que c'est pas fini. Non, c'est pas fini, non. D'ailleurs, moi, je connais bien le journaliste de Libération, Nicolas Massol, qui suit, entre guillemets, l'extrême droite, et je lui dis, alors c'est vous le DRH, quoi, et ça le fait rigoler, parce que, effectivement, quand ils allument quelqu'un, ça va lui nuire, ou il pense que ça peut lui nuire dans sa carrière. Oui. C'est pas tout à fait fini. Oui, est-ce que autre chose, est-ce qui n'a pas nuit aussi disons à la droite ou à la droite dure, c'est sans du tout faire de réduction à Hitler-Homme, c'est des nostalgies un peu Hitler, Franco et compagnie. Est-ce que ça a joué un rôle ? Je parle pas d'aujourd'hui, je parle d'il y a quelques décennies. Vous en parlez un peu. Vous n'avez jamais été de ce bord-là, mais vous en parlez un peu. Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de confusionnisme à ce moment-là ? Alors, je crois, si vous voulez, qu'il y a eu une instrumentalisation. Par exemple, disons les mots, il y a eu une instrumentalisation de l'affaire du détail. Mais je ne crois pas que ce soit... Alors là, on est sur le versant Rassemblement Front National. Hein, on est sur le Front National, version Le Pen, version Le Pen, Jean-Marie même. Donc je crois qu'il y a eu incontestablement instrumentalisation. Je ne crois pas, et ça, là-dessus, vous voyez, je suis en désaccord, même avec Marine Le Pen ou même avec Marion Maréchal, qui pense que le détail a été déterminant dans ce domaine. Vous dites que c'était pas ça. Je ne le crois pas. Je ne dis pas que ça a aidé, évidemment. Non, bien sûr. Mais je ne dis, et je peux apporter la démonstration, si vous me laissez allez-y. 2 minutes. D'abord, la démonstration par Enoch Powell, qui a été diabolisé, alors qu'il a jamais, encore une fois, il avait fait une belle guerre, et il a jamais été soupçonné du moindre dérapage, entre guillemets, dans ce domaine, mais il a été diabolisé. Donc il y a l'exception, Enoch Powell. Et s'agissant du Front National, il a été diabolisé sur l'immigration, avant le détail, dès 1984-85. Moi, j'ai basculé de la droite classique au Front National en 1985. Je peux vous dire que c'était un vrai saut, quoi, quand même, hein. Et qu'il y avait une vraie diabolisation. Et il a été ensuite rediabolisé, surdiabolisé, avec l'affaire de la profanation de Carpentras, pour lequel... En 90. Pour lequel il n'y avait pas la moindre culpabilité de quelque sorte. Et on a dit que c'était Le Pen, et on a dit que c'était Le Pen, ce qui était... Alors que je rappelle... La malheureuse victime, d'ailleurs, Monsieur Germont, qui était profané, était lui-même un juif du pape, comme d'ailleurs les 2 élus Front National du Vaucluse à l'époque. Donc c'est pas juif pour un mouvement national. Tout à fait pas pertinent. Non. Je rappelle que ces profanations, d'ailleurs, du cimetière juif de Carpentras, sur laquelle on a accusé effectivement presque Le Pen d'en être l'auteur, c'est clair. Mais dites-moi justement, on a beaucoup parlé de ça, et s'il y a quelqu'un qui vient placer pour pas, on dit beaucoup que Jean-Marie Le Pen, je parle de Le Pen, Jean-Marie voulait pas le pouvoir. Est-ce exact ou pas, à votre avis, comme ça, a posteriori? Alors, écoutez, j'ai participé un peu quand on a mené notre action avec Maigret, qui était une action effectivement de contestation du pouvoir de Jean-Marie Le Pen. J'ai un peu porté ce discours-là, que je crois aujourd'hui, avec le recul, à la fois faux et vrai. Faux dans la mesure où, dans les circonstances de l'époque, objectivement, le pouvoir n'était pas accessible.
Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir voulu le pouvoir puisqu'il n'était pas accessible. En revanche, ce qui était accessible à l'époque, c'était le pouvoir local, le pouvoir municipal. Et ça, Le Pen, ça ne l'intéressait pas. Et moi, si vous voulez, dans ce livre, sur lequel je suis globalement, je pense, très très bienveillant avec Jean-Marie Le Pen, pour lequel je garde une grande affection et une grande admiration, je suis critique sur un point. C'est le fait, un point en particulier, sur le fait de ne pas s'être intéressé davantage au pouvoir local, car il se serait intéressé davantage au pouvoir local. Je crois qu'il n'y aurait pas eu la scission de 1999 et qu'il y aurait aujourd'hui des dizaines de municipalités nationales, dont certaines pourraient mener de vraies politiques nationales identitaire et culturel, et donc ça c'est dommage. Voilà. C'est mon reproche par rapport à Le Pen et le pouvoir. Non mais c'était un point d'histoire qu'il fallait régler et éclaircir. À tout de suite, on continue avec Jean-Yves Le Gallou, effectivement, ses mémoires identitaires, encore une fois, à lire, que vous soyez d'accord ou pas, mais il faut lire, vous savez, il faut aussi lire ceux avec lesquels vous ne êtes pas d'accord, sinon il n'y a pas de pensée. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et avec Jean-Yves Le Gallou, mémoires identitaires, 1968-2025, les dessous du grand basculement chez Via Romana. Peut-on trouver votre livre, Jean-Yves Le Gallou ? On peut d'abord le trouver dans les librairies, en tout cas dans les bonnes librairies. Je ne sais pas s'il sera en les pile bonnes, dans ceux qui sont d'accord avec toutes les librairies, mais enfin, on peut le trouver en librairie. On peut aussi le commander en ligne sur le site de l'éditeur, Via Romana. Et puis via Amazon aussi, j'imagine. Via Amazon aussi, bien sûr. Et puis, je le dédicacerai dès samedi au colloque de l'Institut Iliade, donc à la Maison de la Chimie. D'accord. À la fois... Pour ceux qui sont à Paris, samedi après-midi. Pardon, samedi après-midi, oui. C'est où la Maison de la Chimie c'est rue Saint-Dominique, à côté de l'Assemblée nationale. Voilà, rue Saint-Dominique, c'est dans le 7e. Écoutez, voilà, si vous êtes à Paris, vous passez par Paris, n'hésitez pas à aller lire et vous faire dédicacer ces mémoires identitaires. Jean-Yves Le Gallou, j'ai envie, nous arrivons un peu en fin d'émission, on pourra en parler encore par 2 heures. Est-ce que vous et beaucoup d'autres, avec ce parcours que vous avez fait, est-ce que vous feriez vôtre la parole de Simon Bolivar quand on lui demandait, écoutez, maintenant au terme de votre parcours, de votre itinéraire, et il disait, qu'est-ce que vous avez à dire ? Et il a dit, j'ai labouré la mer. Est-ce que vous avez l'impression que, en fait, la politique en général, mais la politique telle qu'elle a été menée par les lepénistes, les maigretistes et autres à droite, est-ce que jusqu'ici, ça a été vraiment aller assécher le marigot avec une cuillère à soupe ? Il y a un peu de ça. Moi, je ne connais pas le combat du fort au faible. Je ne connais que le combat du faible au fort. Mais je suis quand même relativement optimiste pour l'avenir, car je pense qu'il y a une prise de conscience croissante de la situation, et en particulier dans la jeune génération. Voilà. Vous le sentez, ça ? Je le sens très fortement. J'interviens assez souvent dans des formations, soit à l'Iliade, soit à l'IFP, auprès de gens qui ont entre, disons, 18 et 30 ans. Et la manière dont ils perçoivent la réalité est radicalement différente de celle dont ils pouvaient la percevoir, pas eux, mais leurs prédécesseurs, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc il y a une prise de conscience, mais en même temps que le danger croît, évidemment. Oui, et parce que peut-être c'est parce que ce qu'ils considèrent eux comme un danger, ils croient que cette prise de conscience se fait. Je crois que la prise de conscience c'est lié malheureusement à la dégradation de la réalité. Mais la situation s'est dégradée depuis fort longtemps, dans tous les domaines d'ailleurs, parce qu'on parle de l'immigration, mais l'éducation, la santé, etc. L'éducation, c'est presque encore plus catastrophique, parce que l'éducation, c'est la transmission. Bien sûr. Et aujourd'hui, comment on peut transmettre ? Par des institutions parallèles. Comment on peut faire découvrir l'histoire par des institutions parallèles, par des instituts de formation comme l'Iliade ou comme l'IFP ou comme d'autres institutions. L'éducation nationale a renoncé. L'issue est dans l'alternative. L'issue est dans l'alternative, oui. Belle formule. Merci Jean-Yves Le Gallou. Et voilà, mémoires identitaires, encore une fois, je vous le recommande.